Bonjour tout le monde, bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, dans la série Changement de vie très inspirant, mon invité est de plus en plus connu. Peut-être que vous l'avez déjà vu, soit par un passage à la télé ou dans des podcasts. Alors, elle s'appelle Caroline Bergeron. Elle a écrit le livre La somme de mes rencontres d'entrepreneurs millionnaires, artistes, peintres international. On va parler de tes millions, mais avant de parler de tes millions, on va parler de la transition. Caroline Bergeron, bienvenue à Visionnaire. Hey, bonjour France, merci de l'invitation. Hey, écoute, merci d'être là. On s'est rencontrés. J'ai fait de très belles rencontres cette année au Salon de l'Éveil. Merci Cathy Tropiano en passant. Parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui ont absolument rien à voir avec l'image qu'on se faisait de la spiritualité puis de l'éveil de conscience, machin, mais qui ont tout à voir par contre avec l'éveil à notre propre pouvoir, et c'est exactement ça qui s'est passé pour toi. C'est-à-dire que tu étais une femme d'affaires florissante. En fait, vous aviez beaucoup de succès avec tes restaurants dans le Vieux-Québec. Tu es une fille d'entrepreneur, tu es une go-getter, tu n'as rien à ton épreuve. Et tout à coup, à un moment donné, l'art se présente dans ta vie et ça change tout. Mais commençons par tes années d'entrepreneur qui ont quand même apporté beaucoup de difficultés. Oui, ben écoute, moi, je fais une longue histoire courte, France, mais je viens d'un milieu familial d'entrepreneurs. À l'âge de 19 ans, mon père m'a dit, va chercher de l'expérience ailleurs. Je suis rentrée après mes études en marketing pour les soupes Campbell dans un poste de représentante et rapidement, j'ai eu accès à des postes de direction dans la compagnie. Et au lieu de partir quelques mois et de revenir dans les entreprises de mon père, ben, j'ai été partie 10 ans. Et à mon retour à Québec, lorsqu'on a racheté son dernier restaurant dans le Vieux-Québec, ben, j'avais de l'ambition, j'avais l'espoir de faire grandir nos entreprises, notre restaurant. Fait qu'on a ouvert un deuxième restaurant. Et à ce moment-là, je me suis inscrite à l'école d'entrepreneurship de Beauce, au programme élite pour 2 ans, dans le but d'aller rencontrer d'autres extraterrestres comme moi, entrepreneurs qui, des fois, hein, on dit lonely at the top, on est seul au sommet dans nos entreprises, puis on a besoin d'aller rencontrer d'autres gens. Et c'est pendant ce parcours-là à l'école d'entrepreneurship qu'un samedi soir festif, à la fin d'une grosse semaine, on nous a fait faire un atelier de création, un atelier toile blanche. J'avais jamais peint de ma vie, donc à l'âge de 42 ans. Incroyable. Ce fut un éveil et j'ai peint ma première toile. Puis ce que je décris, c'est vraiment un sentiment qui m'a habité lors de cette activité-là. Qui a vraiment changé ma vie parce que quand on est en affaires ou qu'on travaille sur plusieurs projets, on est toujours dans le futur, anticiper ce que la vie nous amène. Puis là, ben écoute, j'étais dans l'instant présent, connectée à mes émotions, puis comme un barrage sur le point d'imploser, ben la peinture, le fait de me déposer sur la toile, il s'est passé quelque chose qui m'a transformée. Puis depuis, ben je peins, je vis de mon art, j'ai tout vendu. Incroyable. Je vais montrer juste quelques photos pendant que tu parles là, de ton art, justement. C'est de l'art abstrait. On t'a appelé la Riopelle des temps modernes. Alors, Oui. Riopelle étant ce peintre québécois qui faisait aussi une forme d'art abstrait. Et ça t'a amené à aller rencontrer des personnalités, mais partout dans le monde, dont Michelle Obama, et probablement, moi, tout ton rêve, c'est de voir Oprah. Moi, ce serait plus Michelle Obama, bien que Oprah, ce serait quand même un agréable souper, là. Mais bon, tu as rencontré Oprah, on la voit en arrière de toi d'ailleurs, Oui. je vais enlever ça ici. Hein, les photos avec Oprah, où est-ce que tu as pris un billet pour pouvoir avoir accès à l'artiste. Donc, tu as rencontré Oprah quelques minutes, mais tu es allé porter une œuvre d'art à Michelle Obama. Comment ça s'est passé? Mais ce qui arrive, c'est que j'étais en relation avec les gens de la Chambre de commerce, Julie Bédard, qui était présidente directrice générale à ce moment-là, et il venait de signer Michelle Obama au Centre Vidéotron à Québec pour sa tournée Becoming, avec le premier livre qu'elle a sorti. Et ils m'ont contacté, dans le fond, pour lui offrir un cadeau au nom de la Ville de Québec. Et donc, j'avais une semaine pour peindre une œuvre parce que tout s'est fait très, très vite dans cette signature-là là, de mandat. Ils ont vendu comme 16 ou 17 000 billets en l'espace de 24 heures. Là. Ça a été vraiment là, un succès là, de l'accueillir ici à Québec. Et donc, c'est ça. Fait que j'ai pu la rencontrer finalement après le spectacle pour lui remettre une œuvre au nom de la ville. J'ai pu lui remettre un super texte que je lui ai écrit, l'œuvre que j'ai peinte pour elle. J'étais inspirée de la chanson Let It Be des Beatles parce qu'on a tous une destinée.
Et l'expérience que je retire de ma rencontre avec Michel, c'est que c'est une femme qui est, très bien sécurisée, entourée, et avec les gardes du corps, les agents de sécurité, son assistante, coiffeur, maquilleur, elle a vraiment une grande brigade autour d'elle. Puis lorsqu'elle est avec toi, c'est quelqu'un qui est très, qui accepte de se faire toucher, de prendre les mains, de serrer, d'embrasser. Donc, elle est très, très chaleureuse, mais elle te regarde dans les yeux avec une telle présence que ça en est déstabilisant parce que tu as vraiment l'impression d'être seule avec elle. Puis ça, ce sentiment-là, moi, je me suis dit, si dans ma vie, je peux recréer ce sentiment-là de présence auprès de chaque personne que je croise, de lui dire « je te vois », de sentir qu'elle a une importance majeure dans le moment présent, puis que c'est la personne la plus importante dans ma vie au moment où je la côtoie, ben je me dis « my God, je vais avoir accompli quelque chose de grand ». Bon, alors pour les gens qui vont avoir écouté juste 5 minutes, vous allez avoir eu le gros topo, mais là, on va rentrer dans les détails. Parce que je t'ai fait sauter un gros gap entre le moment où, à l'école d'entrepreneuriat de la Beauce, où est-ce qu'on s'est entendu que c'est pas là, c'est pas l'école des beaux-arts, c'est pas là que ça se passe, tu as une révélation, un moment d'épiphanie de dire « Ah, mon Dieu, je peux faire ça ». Et il y a quand même un certain temps qui se passe, mais pas tant que ça, là. On est en 2017, là, quand tu découvres l'art, puis on est rendu en 2024, puis tu en vis, puis tu donnes des œuvres d'art à Michelle Obama. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. En 2018, ma première exposition solo en galerie d'art dans le Vieux-Québec, TVA a décidé de couvrir l'événement. Ils m'ont présenté aux nouvelles comme la Riopelle des temps modernes. Puis tu vas rire parce que j'ai pris mon cellulaire et je suis allée voir c'est qui Riopelle. Je ne savais même pas. Fait que je suis vraiment naïve dans cette industrie-là. Puis c'est probablement quelque chose qui m'a servi parce que mon chemin dans l'art, je l'ai fait réellement avec ma tête d'entrepreneur, mon cœur d'artiste. Puis, aucune barrière. J'étais pas dans un cadre ou un chemin précis que les choses devaient se faire dans un ordre. Je suis une artiste autodidacte. J'ai pas mon parcours des beaux-arts et pourtant, j'ai accompli de grandes choses dans le processus. Puis, rapidement, il y a eu New York, il y a eu Paris. J'ai eu la chance d'exposer au Carrousel du Louvre à Paris. Ça a été vraiment des belles expériences. Mais comment tu t'es retrouvée là? Là, je vais en montrer quelques œuvres pendant que tu jases, là. Oui, comment tu t'es retrouvée à Paris? C'est une bonne question. Dans le fond, le lendemain du reportage de TVA présentant la Riopelle des temps modernes, j'ai une galerie d'art de Montréal qui m'a offert d'aller exposer à New York. Et 2 semaines après, je partais pour New York. Donc, à New York, une galerie d'art de Paris m'a repéré, m'a questionné, tout ça, et m'a offert d'aller exposer au Carrousel du Louvre à Paris 1 mois plus tard. Fait que je suis partie 2 semaines à Paris pour exposer avec eux. Fait que ça a été réellement dans les premiers balbutiements de ma carrière professionnelle. Puis professionnelle. T'avais-tu l'impression que le tapis rouge venait de se dérouler devant toi, puis c'est comme, my God, ça doit être ça que j'ai à faire, là? Oui, il y a eu beaucoup d'événements, de synchronicité dans l'évolution des projets, tout ça, malgré le fait que c'est un domaine qui est très difficile. Difficile d'être reconnu, difficile de percer, difficile d'en vivre. Extrêmement difficile, mais il y a quand même eu un moment où est-ce que tu peignais juste pour le plaisir au début? Bien sûr, bien sûr. Puis je dirais qu'encore aujourd'hui, j'essaie de retrouver cette fibre-là quand je suis dans mon studio, de ne pas peindre dans la performance, de ne pas peindre dans le désir de peindre une œuvre qui va être vendable en galerie d'art, mais simplement de me connecter à mon intuition, à ce qui se passe en dedans de moi, puis de peindre mes émotions. Wow, wow, wow. Puis quand tu racontes dans ton livre un petit bout de l'histoire à un moment donné, si tu dis, je fais ça pour le fun, tu sais, puis il y a quelqu'un qui dit, montre-nous ça, tu as montré ça à des amis sur ton téléphone, puis tu dis, tu payerais pour ça, toi? Oui, exactement. Ça a commencé comme ça. Les gens me demandaient, tu sais, ça a commencé par Caroline, t'as donc bien l'air bien. Hey, j'ai commencé à peinturer. Ah, tu peintures des murs? Non, je fais des toiles. Ah, on peut-tu voir ce que tu fais? Puis là, j'ai commencé à les montrer. Puis les gens disaient, t'en vends-tu? T'achèterais ça, toi? En voulant dire, moi, j'étais vraiment pas dans l'idée. Puis là, de fil en aiguille, la demande, les gens qui s'intéressent ça a fait que j'ai fait comme, OK, définitivement qu'il y a peut-être quelque chose là. Fait que là, je me suis dit, à 42 ans, comment bâtir quelque chose sur l'inexpérience, de la naïveté. Donc, comment travailler la crédibilité, la notoriété quand tu commences aussi dans une industrie. Fait que ça a été vraiment des stratégies marketing qui ont fait que l'image de Marc Darro a été très puissante dès le jour 1.
Exact. Maro, c'est le nom de, en fait, c'est ton nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste qui est un dérivé de mon prénom, Caroline, Caro, Arou. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais il y a quand même une symbolique pour les 3 lettres pour authentique, romantique et original. C'est un très beau nom, ça te va à ravir. Et moi, ce que je voulais surtout comprendre aussi, c'est que là, ça a l'air tout beau, cette histoire-là. Tu sais, la fille est passée de multimillionnaire, entrepreneur, les restaurants, à artiste peintre. Ça fonctionne partout dans le monde. Tu es rendu sur 5 continents. Mais attention, c'est pas si glamour que ça quand on va voir en arrière les couches. Tu as eu aussi tes grands défis et je pense que c'est important d'en parler. Puis c'est tellement important d'en parler que tu le fais dans ton livre, La somme de mes rencontres. D'ailleurs, on pourrait expliquer le titre aussi, mais la première chose dont tu parles, c'est les moments de déprime, les moments les plus sombres, même les tentatives de suicide. Et tu as émergé de tout ça, probablement grâce à l'art, entre autres. Oui, je dis que l'art m'a choisi pour passer à travers tout ça, c'est certain, mais ultimement, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que la vie nous amène son lot d'épreuves. Certaines qui sont dirigées contre nous, des fois qui sont dirigées contre des gens qu'on aime beaucoup. Moi, ma mère était malade depuis toute sa vie, ou à peu près, elle avait la sclérose en plaques. J'ai dû la placer à l'âge de 49 ans dans un CHSLD. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui au moment où je te parle, donc ça me fait frissonner juste de réaliser que la renonciation. J'ai une sœur qui est née handicapée. Fait que je viens d'un milieu familial où la maladie a été présente. Et quand ma mère est décédée en 2019, mon conjoint a eu le même diagnostic de maladie grave que ma mère, la sclérose en plaques. Donc, ça a été vraiment un choc. Puis à ce moment-là, on a pris la décision de vendre notre entreprise pour vivre les rêves de mon conjoint, être disponible, diminuer le stress aussi que la restauration amène, parce que la restauration, c'est 24/7, 365 jours par année. On avait quand même... Je lève mon chapeau, là, je ne sais pas comment les gens font pour travailler là-dedans sur des longues périodes. Là. Exactement. Puis, tu sais, on a un livrable dans 20 minutes sans savoir ce qu'on va livrer. Donc, le sentiment d'urgence, d'être à la hauteur, la performance, c'est rendu un luxe d'aller au restaurant. Fait que quand on sort, on a des attentes qui sont grandes. Fait que la pression de tout ça a fait qu'on a pris la décision, entre autres, de vendre l'entreprise. Puis, on a fait une très belle transaction en février 2020, juste avant la pandémie. Mais la pandémie est arrivée et on a perdu la transaction. Donc, on a dû revenir dans l'entreprise, accompagner tous nos employés sur le chômage. Tous les jours, on recevait des téléphones de détresse de nos employés pour de l'aide alimentaire, de l'aide financière. Fait que ça a été vraiment très difficile. On avait quand même 35 employés à ce moment-là, là, en hiver, au moment où où la pandémie est arrivée. Puis, j'étais complètement désorientée, en détresse. Je souffrais énormément de toute cette pression-là. Je souffrais de la perte de la vente de l'entreprise, la libération qu'on espérait pour vivre nos rêves. Là, on rentrait dans une pandémie. J'étais dans un brouillard complet et j'ai fait une tentative de suicide à ce moment-là qui a été une période très sombre de ma vie. Je pense qu'on ne peut pas aller plus bas que de vouloir attenter à sa vie. Et puis, c'est pas, tu sais, un manque de courage ou de la lâcheté. C'est réellement un sentiment de détresse. Puis, quand je me suis réveillée à l'hôpital, ils m'ont dit, Caroline, tu sais, t'as pas de problème de santé mentale, parce que moi, je suis certaine que j'avais quelque chose, tu sais, de physique, qu'on allait me le diagnostiquer, me donner de la médication, puis que j'allais bien aller. Puis mon bipolarité ou un problème de thyroïde, ou dites-moi quelque chose. Exactement, qui a du sens. Et finalement, ils m'ont fait réaliser, quand ils ont pris mes prises de sang à l'arrivée à l'hôpital, ils ont découvert que mon taux de cortisol dans le sang était 10 fois supérieur à la moyenne normale chez l'humain. Et depuis des mois. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a attaqué mon amygdale au niveau du cerveau. Donc, qui est le centre de la raison, d'être capable de prendre du recul, puis d'être capable de relativiser. Fait que j'étais complètement déconnectée de mon corps, mais aussi de ma tête. Et après ça, ben, c'est en suivi la reconstruction, la renaissance, de dire, bon, ben écoute, j'ai une page blanche, j'ai une toile blanche, je ne peux pas aller plus bas, je peux juste me relever, je suis encore ici, j'ai sûrement une mission. Quelle est-elle et comment je la fais vivre pour que ça ait du sens pour moi, puis qu'à tous les jours, j'ai le goût de me lever, d'accompagner les gens, de communiquer ma joie de vivre, parce que je suis une personne tellement
optimiste, joyeuse, j'aime le contact humain. Puis à travers tout ce processus-là des 4 dernières années, ben, il s'est passé des belles et des grandes choses, des belles et des grandes rencontres et d'autres moments aussi éprouvants qui fait qu'à un moment donné, tu viens à t'aligner et à te choisir. Puis moi, c'est tellement important, c'est tout le message dans ton livre, dans le fond, parce que cette tentative-là en 2020, c'était pas la première. Non, c'était la deuxième. Et maintenant, on est capable de voir avec les scans du cerveau, justement, puis j'entendais un psychiatre parler de ça au dernier sommet de la santé intégrative, à quel point les méditants, les gens qui ont fait des démarches, entre autres, ou qui sont rentrés sur un chemin d'éveil, justement pour se retrouver leur propre pouvoir, là, eh bien, on le voit au niveau des amygdales, c'est-à-dire que le stress n'a plus d'influence, alors que ça peut enfler, si on peut l'exprimer comme ça peut enfler, puis ça peut se résorber, les amygdales, et ça va être enflé quand le taux de cortisol est à côté, comme s'il y avait un lion dans la pièce à temps plein, là, comme tu disais. Exactement. Puis je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas passé à travers ces grandes épreuves-là. Puis d'un autre côté, l'autre élément, moi, qui me rassure, c'est que mon passé ne me définit pas. Puis ça m'a pris du temps à l'accueillir et à l'accepter. Puis ça m'a pris du temps d'être capable d'en parler maintenant sans pleurer et sans être dans la honte. Tellement, je te comprends, mais c'est fabuleux en plus, bravo, puis merci de le dire. Parce que le problème avec le passé, pour la grande majorité des gens sur cette planète, c'est qu'il n'est pas passé, il est très présent. Et il joue un rôle actif constamment parce qu'on n'arrive pas à s'affranchir de notre passé. Merci de dire que c'est possible. Et moi, j'aimerais revenir à ce moment-là, justement, quand tu étais à l'école d'entrepreneuriat. Tu as dit, il s'est passé quelque chose dans le moment d'épiphanie, que tu pouvais exprimer tes émotions, Oui. comme si ça avait été comprimé pendant tant d'années, puis qu'enfin, l'artiste qui ne s'était jamais vu comme une artiste pouvait aussi émerger, là. Bien, exactement. La vie, des fois, place des canaux de communication qui nous permettent de dire « Ah, je peux aussi être ça. » Toute ma vie, j'ai pensé que je devais fitter dans une boîte puis être dans un modèle type. Et là, ce que ça m'a fait réaliser, c'est vraiment d'ouvrir la boîte. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de barrière. Tu fais quoi? Tout est possible. Fait que je ne me définis plus juste aujourd'hui comme étant propriétaire de, mais j'ai plusieurs chapeaux, de mon chapeau de maman, mon chapeau de conjointe, mais je suis une auteure, une conférencière, une entrepreneur, une artiste, une animatrice, puis j'ai le goût de porter tous ces chapeaux-là, puis j'ai pas le goût d'en choisir un ou de penser que je dois fitter dans un moule. Et d'ailleurs, tu fais partie de la même agence de conférenciers que moi, de notre amie Lucie Larouche, Unisson. Alors, à qui veut l'entendre, si vous cherchez une conférencière, Caroline est disponible. Et France aussi. Oui, puis on commence à avoir des sujets qui se ressemblent de plus en plus. Et c'est ça mon grand plaisir présentement, ma joie profonde, c'est de voir à quel point cet éveil-là, pour lequel moi, je travaille depuis 20 quelques années, eh bien, c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Peut-être que si on s'était rencontrés il y a 10 ans, Caroline, tu m'aurais dit, excuse-moi, là, mais ton langage, là, ça passe pas, là, tu sais, puis moi, je travaille 80 heures par semaine, puis c'est ça ma vie, tu sais. Puis aujourd'hui, il y a eu un tipping point, il s'est passé quelque chose qui t'a permis de te retrouver, te reconnaître, et je lis ton livre, puis j'entends un peu mon langage aussi, là. Bien, quand j'ai écrit le livre, je voulais vraiment que la personne qui le lit se sente interpellée, comme si je lui parlais à elle, comme si on avait une discussion avec un café ensemble dans un moment, dans un endroit de protection, d'ouverture. Donc, je me suis livrée là, sans filtre dans le livre. Puis, la façon que je voulais l'amener aussi, c'est, tu sais, je peux raconter mon histoire, mais pour moi, le plus important, c'est quoi le legs que je fais au lecteur ou à la personne qui est devant moi. Parce que, tu sais, je ne suis pas dans le moi, c'est qu'est-ce que je peux t'offrir, avec quoi toi, tu peux repartir comme apprentissage, leçon, dans des partages d'erreurs. Des fois, on se dit, oh my God, merci de l'information, je n'irai pas là, etc. Donc, des fois, tu sais, on a besoin d'expérimenter des choses. Puis, je parle de 122 expériences dans le livre que j'ai vécues, des rencontres extraordinaires, d'autres très difficiles. Alors, parlons justement là, de la somme de mes rencontres, puisque tu sembles dire là-dedans qu'on est la somme de nos rencontres aussi, parce qu'on vit en interaction avec d'autres êtres humains. Il se passe quelque chose, on se nourrit les uns les autres. Alors, pourquoi ce titre-là, la somme de mes rencontres?
Bien, lorsqu'on vient au monde, on est unique et on est pur, en ce sens qu'on ne connaît rien. Tout ce qu'on va apprendre vient de des rencontres qu'on fait avec les gens, nos parents, nos frères, nos sœurs. Après ça, c'est les professeurs, l'école, les Les petits éducateurs, amis. les petits amis. Après ça, c'est les professeurs au cégep, les amis, les employeurs, les collègues de travail, les collaborations, la famille élargie, la belle famille. Nous sommes la somme de nos rencontres, ce qui fait que nous sommes tous uniques. Mais il y a des rencontres qui vont Déterminante. nous élever, puis il y a des rencontres qui vont nous, sans dire nous détruire, mais qui vont laisser une empreinte difficile, qui vont instiguer des croyances, des blocages, qui vont nous empêcher plus tard peut-être même de réaliser certaines choses. Moi, j'appelle ça les gérants d'estrade ou les gérants silencieux, mais des fois, ils ne sont pas si silencieux que ça, puis ça crée des choses chez nous qui font qu'on a de la difficulté après ça, des fois, à passer à l'action, à croire en nous, etc. Bien, on a tellement de comportements qui sont conditionnés, entre autres, notamment par notre éducation, par toute une société qui attend de nous des résultats. On est dans une société de performance et toi, tu l'avais bien compris. Hein? Puis on vient de la même place. Là, on est toutes les deux été élevées à Québec. Moi, j'étais un petit peu plus vieille, mais moi aussi, j'étais allée à l'école privée. J'ai eu accès à une éducation supérieure. Et finalement, on attendait de moi des résultats. On attendait de moi d'une performance. Puis même chose que toi, mais dans un contexte différent. Je me suis retrouvée en méga burn-out à l'âge de 33 ans. Puis, heureusement, est-ce que tu as envie de dire la même chose? Heureusement que tu as vécu tout ça. Bien, oui, maintenant, sur le coup, c'était difficile de le traverser, puis j'essayais de trouver du sens dans cette expérience-là, dans cette épreuve-là. Aujourd'hui, je suis capable de dire, France, que j'étais un train qui roulait à 2000 à l'heure, puis il n'y avait plus de frein. Puis ça me à 200 000 à l'heure, parce que 2000, c'est pas si pire. OK, en tout cas, 200 000 à l'heure. J'ai frappé un mur. Puis c'était oui. la seule façon, un peu comme quelqu'un qui a des problèmes de dépendance aux drogues, qui va faire un overdose pour réaliser qu'il est rendu à la fin du processus, qu'il ne peut pas aller plus loin. Donc, pour moi, ça a été vraiment là, de comprendre que j'étais dépendante à l'ivresse mentale. J'étais dépendante aux émotions fortes, du grandiose, toujours plus. Hein. Je n'étais pas capable de célébrer l'instant présent. J'étais toujours, à chaque victoire, c'était OK, c'est quoi la prochaine, au lieu juste de dire hey, bravo, t'es rendu là. Tu sais, j'ai dû apprendre à me dire je suis assez. Hein. J'ai tout en moi, tout est là. Arrête de chercher autour, tout est là, tout est placé. Fait que de ralentir. Et d'ailleurs, tu donnes dans ton livre là, le 4 principes, 4 clés de la spiritualité hindoue, puis c'est justement de comprendre que tout ce qui arrive est exactement ce qui doit arriver. Peut-être qu'on aurait pu prendre un autre chemin, mais revenir en arrière, ça ne sert à rien. Donc, ce qui arrive, c'est ce qui doit arriver. Les personnes qui sont là, c'est les personnes qui doivent être là. Puis après ça, on peut prendre des décisions en fonction de comment on veut créer la suite, par contre. Bien, exactement. Puis notre relation au concept de l'échec, de l'erreur ou autre, la façon qu'on a été élevé dans certaines communautés, c'est encouragé d'expérimenter, alors qu'ici, en tout cas au Québec, quand on se trompe, on se fait pointer du doigt, on est trucidé sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Tu sais, il y a énormément... La peur de l'échec, c'est terrible. Exactement. Alors que la journée où on transfère notre esprit puis que notre mindset, simplement de dire, ben écoute, je vis des expériences, puis je suis là pour apprendre, je chemine, puis la décision que je prends, c'est toujours la meilleure en fonction de ce que je sais maintenant. Puis dans le chemin, si je réalise que je me suis trompée, ben hey, on fait un pivot, on annule, on retourne ou on fait d'autres choses ou on se donne le droit d'avoir une porte de sortie, ce que je n'avais pas fait dans le passé. Et là, tu viens d'utiliser le terme que tu voulais qu'on utilise justement dans l'entrevue. Dans l'entrevue, c'est le pivot. Donc, de se revirer de bord, puis de recommencer quelque chose, puis de ne pas avoir peur de recommencer quelque chose. Bien, exactement. Puis c'est drôle parce que je pars en écriture dans les prochaines semaines pour mon deuxième livre qui va s'appeler « Il n'est jamais trop tard ». Puis il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on veut, faire ce que l'on veut faire, vivre ce que l'on veut vivre, nourrir ce qu'on veut développer, en ce sens qu'il n'y a pas de fin en soi. Le temps nous est offert. Qu'est-ce qu'on en fait? On a tous 24 heures dans une journée. S'il y a une certitude d'égalité, c'est bel et bien le temps. Mais qu'est-ce que je place dans mon agenda? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me nourrit? Comment je prends soin de moi? Ça, c'est des phrases auxquelles je n'étais pas habituée dans le passé, qui maintenant, je me lève avec cette intention-là de prendre soin de moi.
Puis il n'est jamais trop tard, puis jamais trop tôt non plus, comme disait ma grande amie Anne-Marie. Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou s'il y a des parents qui nous écoutent qui pourraient le faire écouter à leurs enfants parce que ce conditionnement-là d'aller donner des résultats parce qu'on attend ça de nous fait en sorte qu'on est tous un peu malades aussi. Malades de stress, malades de performance, on a tous des santé fragiles et tu dis, toi, faire qu'est-ce qu'on veut, mais moi, je te dirais, fais qui on est. Alors, ça a été le titre d'une de mes conférences, le fais qui tu es. C'est tellement important dans la suite des choses pour retrouver un équilibre puis un axe. J'aimerais ça que tu me parles de ta rencontre avec Oprah et pourquoi tu avais tant envie de rencontrer Oprah. Bien, c'est une belle histoire, puis c'est probablement une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre dans ma vie, puis c'est vraiment paradoxal, en ce sens que lors de mon séjour à l'école d'entrepreneurship, on a fait un atelier qui s'appelait les 5 grands rêves de vie et on devait écrire sur papier nos 5 plus grands rêves. 4, point de vue personnel, professionnel, puis un peu ludique. Puis la personne à côté de moi, elle avait écrit « Aller marcher sur la Lune ». Fait que là, je me suis dit, OK, là, tu sais, s'il n'y a pas de limite, tout est possible, qui je veux rencontrer, qu'est-ce que je veux faire? Puis j'avais écrit « Rencontrer Oprah Winfrey ». Puis par la suite, ben, ça a été de dire, OK, bon, ben, elle ne me connaît pas. Moi, je la connais, mais je ne sais pas comment la rejoindre. Puis quel est le chemin entre moi et Oprah? Puis finalement, le premier exercice que j'ai fait, c'est de me poser la question, qui connaît Oprah à Québec? Puis là, tout de suite, le nom qui a popé, c'est Julie Schneider. Puis quelques semaines après, Julie Schneider donne une conférence à Montréal dans un groupe de femmes et sœurs dans lequel j'étais. Et je monte à Montréal ou je descends à Montréal, en tout cas, peu importe. Je m'en vais à Montréal pour rencontrer Julie, pour lui poser... On monte à Montréal parce que le fleuve... Le fleuve monte, parfait. Donc, je m'en dis, je vais poser la question à Julie Schneider, comment je fais pour rencontrer Oprah? Puis à ce moment-là, elle m'avait répondu, bien, suis-les dans ses réseaux avec sa chaîne à Chicago, puis de voir comment est-ce que, tu sais, des fois, elle fait des tournées, des voyages, des lancements de livres, des choses comme ça. Fait que j'ai commencé à la suivre comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai vu conférence d'Oprah pour un livre qui s'appelait Beyond de Pat Made Clear à Montréal. Puis, j'ai acheté mon billet Meet and Greet, mais j'ai acheté mon billet 9 mois avant la date de son arrivée. Et, on va faire une petite parenthèse, le Meet and quoi? Un Meet and Greet, c'est dans le fond, tu paies un montant d'argent qui est souvent plusieurs milliers de dollars pour avoir une rencontre en privé de quelques secondes avec la vedette, l'artiste ou autre. Oh my God. OK, je ne suis pas rendue là encore, moi, à faire payer ce prix-là là, pour avoir une petite rencontre avec moi. Mais Oprah est un modèle aussi pour moi. Ouais. Alors, bref, là j'achète mon billet. J'achète ton billet, il se passe quelque chose entre les deux, là. Ben, exactement. Deux semaines avant l'événement, ma mère est tombée très, très malade. Elle a été placée en soins palliatifs, donc vraiment fin de vie. Ses jours étaient comptés. Et ça faisait déjà 13 jours que j'étais à l'hôpital avec elle à ses côtés, 24 sur 7 à ses côtés. Quand la date fatidique de ma rencontre avec Oprah arrivait, fait que le matin, jusqu'à midi, j'étais au chevet de ma mère avec ma famille et autres, puis les gens me disaient, Caroline, il faut que tu partes, là. Ça commence à 5 heures, puis il est rendu 1 heure, puis tu es encore à l'hôpital à Québec, puis tu n'es pas arrangé, là. Fait que, puis je devais prendre la décision probablement la plus difficile de ma vie, parce que j'avais fait la promesse à ma mère que j'allais être à ses côtés lors de son dernier souffle. Puis là, ben, ça impliquait que j'acceptais le fait qu'elle quitte pendant que je n'étais pas là. Parce qu'on était réellement dans les derniers balbutiements, là. Elle aurait pu mourir dans la minute, dans l'heure et autres. Puis là, je devais quitter pendant presque 12 heures son chevet. Puis la raison qui a fait que j'ai accepté de faire ça, c'est que ma mère savait que c'était mon plus grand rêve, savait que ce billet-là était acheté parce qu'elle m'avait offert un montant d'argent pour mon anniversaire pour m'aider à payer les frais. Puis tout la rencontre après. Ben, exactement. Puis, fait que finalement, ben, j'ai une amie qui m'a accompagnée à Montréal pour le transport parce que j'étais épuisée, je ne pouvais pas conduire. Puis, je m'ai mis un petit legging, une petite chemise jaune, une tox à la tête. Puis, j'ai dit, bon, ben, let's go, je m'en vais rencontrer Oprah. Puis, dans l'activité qu'il y avait avant la rencontre avec elle, ben, toutes les femmes étaient bien mises, les belles robes de soirée, tout en noir, les gens étaient chics. Puis, moi, avec ma chemise jaune, je détonnais du lot. On était comme 50 qui avaient réussi à acheter ce billet-là. Puis là, on rentre, on fait la file pour rencontrer Oprah. Puis, tu sais, c'est une photo, on passe à un autre appel. Là. Même pas d'échange à part bonjour, c'est un plaisir de te rencontrer. Puis, quand elle m'a vu rentrer, ben, elle a fait « Oh my God, it's my favorite color. Hein? Mon Dieu, c'est ma couleur préférée, le jaune. » Puis, écoute, là, elle m'a ouvert les bras.
Puis je me suis mis à pleurer. Puis là, elle m'a regardée, elle dit « Are you OK? Est-ce que tu es correct? » Puis là, j'ai dit, je raconte l'histoire avec ma mère. Puis écoute, elle était tellement bienveillante. Puis la photo, elle a vraiment le bras sur moi, elle me tient la main. Moi, j'ai les yeux rougis, les larmes qui coulent, puis faux sourire, mais c'est... Puis finalement, je suis revenue à Québec. On reconnaît la grande dame. Oui, exactement. Fait que finalement, au lieu d'être 3 secondes à ses côtés, j'ai été facilement 3 minutes à échanger. Puis ça a été vraiment quelque chose d'important, un life-changing moment, tu sais, un moment charnière pour moi. Parce que, bon, je suis revenue à Québec, ma mère était toujours là, elle est décédée le lendemain, donc j'ai pu être à ses côtés et respecter la promesse que je lui avais faite. Mais quand je regarde la photo qui est présente à mon studio, dans mon bureau, dans mon cellulaire, partout, je me dis, tout est possible. Absolument. C'est drôle parce que tu avais le même rêve que mon ami Lilou Massé, avec qui j'ai écrit le défi des 100 jours, qui était au sommet. J'ai fait un sommet il y a 2 semaines, le sommet Connexion, avec une dizaine de personnalités qui utilisent leur intuition, en fait, au service de l'action dans leur profession et dans leur vie personnelle. J'aurais envie de finir avec ça parce que, tu vois, Lilou était là aussi parce que son intuition l'a poussée à aller voir Oprah, puis ça a fait vraiment boule de neige pour elle. Elle est devenue l'animatrice qu'elle est aujourd'hui. Parle-moi de ton intuition quelques secondes, là, puis après ça, j'irai voir les commentaires que vous avez écrits. Alors, comment l'intuition est au service de ta création présentement? Bien, c'est tout. L'intuition, pour moi, c'est juste d'être capable de se connecter à sa petite voix intérieure. C'est d'être capable de diminuer le bruit qui nous entoure pour justement écouter ce qui nous habite, ce qui monte dans nos pensées intérieures. Donc, moi, j'ai juste le goût de mettre le mot bienveillance, calme, et de diminuer le bruit, d'accueillir le silence, parce que l'intuition, elle est dans le silence, selon moi. Et puis là, je reviens au passage dans ton livre avec Robert Dunton, qui s'appelle? Robert Dunton, oui. Dunton, qui vous a fait faire un 10 heures de silence? Fabuleux. Alors ça, c'est l'ancien président de Rona. Puis quand il enseigne, il fait faire du silence. J'adore ça parce que c'est là où est-ce que c'est dans le silence qu'on dit qu'on peut rencontrer Dieu, entre guillemets. Je suis pas du tout religieuse, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est dans le silence qu'on peut rencontrer sa propre voix divine et connaître notre voix à nous par la suite. Hey, écoute, on va mettre quelques petits commentaires. Alors, par votre témoignage, vous allez aider beaucoup de gens. Merci, Nicole, de ce témoignage. Ici, c'est Lou qui dit, oui, c'est bon de se sentir que peu à peu, nous pouvons nous retrouver ensemble sur ce même chemin. C'est un commentaire à ce que je disais tantôt sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens en éveil qui n'ont pas du tout le profil de ce qu'on aurait mis là-dessus il y a quelques années et c'est totalement réjouissant. José qui dit, José Damer chanceux, j'adore cette femme. Ça, c'est par rapport à la rencontre avec Oprah. Et Sylvie qui finit en disant merci. Magnifique entrevue, mesdames. Merci beaucoup. Caroline, je répète que ton livre, La somme de mes rencontres, est maintenant disponible partout en librairie. On peut commander aussi, bien sûr. Les gens peuvent le commander par le web, sur toutes les plateformes, en fait, sur Amazon probablement. Et allez passer donc par les librairies québécoises si vous commandez des livres québécois. Ce serait vraiment intéressant de le faire. Et merci infiniment. Et je montre en tout dernier ton chien. Est-ce que ton chien t'accompagne dans ton art? Toujours. Maya est à mon studio lorsque je vais peindre à tous les moments. Ah, merci infiniment, Caroline Bergeron, d'être une inspiration. Je parlais de toi à ma fille juste avant l'entrevue, qui est dans une année sabbatique après l'université pour se ressentir, puis essayer de savoir qui elle est. Et elle fait de la poterie, accueille des légumes bio, elle fait des cafés lattés avec un bac en poche, juste pour travailler de ses mains, ressentir qui elle est. Et je trouve que c'est la plus belle chose à faire. Alors, merci de donner l'exemple, puis merci pour tout ton talent. Merci beaucoup, France, c'est gentil. À bientôt. Bye tout le monde et soyez avec nous pour le prochain épisode de Visionnaire la semaine prochaine. Et merci de partager et c'est aussi sur toutes les plateformes en audio à partir de demain en podcast et vous allez le retrouver également sur YouTube. Merci tout le monde, à bientôt.